Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par remercier Valérie et Émilie pour leur invitation et leur indulgence. Et dans le même élan, solliciter votre indulgence en essayant de proposer une captatio benevolentiae encore plus performante que celle de Claire, qui pourtant était de très haut vol. Et je le ferai en sollicitant par 3 fois votre bienveillance. D'abord, en raison du caractère décousu et inabouti de mon propos, dont je déplore à l'avance le schématisme au vu de l'ampleur démesurée du domaine considéré. Ensuite, parce que mon approche émargera peu au type de lecture préconisé par l'appel à contribution et me mêlera, ça c'est mon côté touche à tout pluridisciplinaire, à plusieurs angles d'attaque et de grilles interprétatives, au détriment sans doute de son audibilité. Et puis enfin, parce que, au terme d'un colloque qui abordait des genres plus ou moins prestigieux, mais plutôt plus que moins, je vais aborder l'un des genres les moins nobles qui soit, et qui ne bénéficie pas toujours du plus grand crédit dans l'enceinte académique. Et ce, à plusieurs égards que vous me permettrez de rappeler en guise d'introduction pour poser les jalons de ma problématique. Les fictions romanesques pour adolescents me semblent en effet souffrir d'un triple déficit. Déficit de légitimité d'abord, dans la mesure où la littérature de jeunesse appartient par définition au grand ensemble des littératures dites destinées, et que, à ce titre, elle subit le contre-coup d'un héritage culturel tendant à déconsidérer des œuvres suspectes pour leur lectorat tenu pour populaire, donc relevant de la culture de masse. Déficit de respectabilité ensuite, puisque le succès désormais planétaire de ces romans induit par contre-coup une réaction de méfiance devant l'effet de nombre, avec le présupposé tenace que la quantité de consommateurs est inversement proportionnelle à la qualité esthétique. Déficit de crédibilité, enfin, en ce que la jeunesse du dit public, ajoutée à sa propension marquée pour les fictions de l'imaginaire, constitue un handicap puissant dans un environnement universitaire où simplicité et principe de plaisir n'ont pas toujours droit de cité. On aurait pourtant d'autant plus tort d'émarger un tel discrédit que nous assistons depuis le changement de millénaire à une véritable explosion de l'édition jeunesse, en général, et des romans pour adolescents en particulier. Et qu'à cette expansion déterminante dans le marché éditorial mondial correspond une véritable révolution des pratiques de consommation culturelle qui voit les jeunes générations s'affranchir des prescriptions institutionnelles de lecture pour revendiquer des genres romanesques qui leur appartiennent en propre. Aussi, ne me paraît-il pas illégitime de s'interroger sur la nature de ce phénomène, de même qu'il me paraît tout aussi intéressant d'étudier la façon dont ce phénomène est apparu et s'est développé au long du XIXe siècle. Justement parce que cet hypothétique genre dont nous allons à présent parler n'a pas connu alors un éphémère feu de paille, mais s'est perpétué jusqu'à donner lieu aux best-sellers mondiaux que nous connaissons au XXIe siècle. Je me propose donc de pencher avec vous sur ce qu'il est convenu d'appeler le roman pour la jeunesse, appellation dont nous allons voir qu'elle soulève immédiatement bon nombre de questions. Comment, en effet, définir un genre dont la spécificité semble tenir au public à qui il est destiné, plutôt qu'à sa spécificité proprement dite, spécificité thématique, narrative ou encore stylistique. À la différence des innombrables romans de voyage, de chevalerie, maritimes ou encore épistolaires, dont la nature est inscrite dans une appellation qui fait office de contenu programmatique, le roman pour la jeunesse semble ne posséder aucun trait distinctif autre que celui d'être adressé, ou tout au moins adressable, l'une des difficultés consistant précisément à faire le départ entre l'intention d'auteur ou d'éditeur et sa recevabilité par le public considéré. Alors, sur ce point précis, le problème est moins significatif au XIXe que de nos jours. Autant en effet les jeunes générations du troisième millénaire se sont déprises sans trop de peine du régime de transcription verticale, avec notamment la capacité à acquérir seuls les ouvrages convoités et surtout à utiliser les réseaux sociaux comme vecteur d'évaluation, autant le fonctionnement social du XIXe inhibe encore fortement les velléités d'autodétermination et conduit ainsi les lecteurs potentiels à dépendre très majoritairement, sinon exclusivement, des choix proposés par leur environnement adulte. Choix familiaux, pour les livres d'étrennes, ou encore les abonnements pour les textes parus initialement en feuilleton. Choix institutionnels, pour les livres de prix, dont il n'est pas inutile de rappeler qu'ils déterminent, avec le pendant des étrennes, toute l'économie de l'édition jeunesse et son principal mode de développement tout au long du siècle. Cet aspect est loin d'être anecdotique.
à s'en tenir à une approche sociologique pure et dure, on pourrait même arguer que la première caractéristique de la littérature pour la jeunesse tient à sa capacité à remplacer subrepticement le modèle de la création par un régime de la consommation. Autrement dit, de substituer au paradigme de médiation culturelle un système d'économie de marché régi par l'interaction de l'offre et de la demande. Dans une telle perspective, on pourrait considérer que le génie du roman pour la jeunesse est de proposer ces valeurs marchandes en guise de valeurs esthétiques, et que son premier mérite est de tendre à la société les objets dont elle a besoin pour perpétuer ses rituels de vivre ensemble. Alors je ne développerai pas plus longuement cet aspect, d'abord parce que le champion du monde de la question ici présent l'a fait certainement plus brillamment ce matin, et ensuite parce qu'à titre personnel, je ne souhaite pas m'en tenir à cette seule grille de lecture, souhaitant pour ma part accorder aux œuvres la capacité de parler aussi par elles-mêmes, et donc de me mettre à l'écoute de ce qu'elles nous disent d'elles-mêmes comme de l'imaginaire collectif dont elles sont le témoin. Et pour ce faire, je vais repartir du système original que met en place cette littérature, en affichant ses destinataires comme pour mieux affirmer son adéquation à un horizon d'attente. On est ici, on l'a vu, dans un modèle de détermination générique où la sociologie l'emporte sur l'esthétique, ou plus exactement la précède et l'institue. Sera dite pour la jeunesse toute œuvre qu'un groupe de prescripteurs a décidé d'assigner au jeune lectorat, et ce, indépendamment de critères génériques fixés en amont. Cela a pour conséquence qu'une œuvre peut être initialement conçue pour un public et être lue également par un autre, selon le poids des assignations éditoriales. On en veut pour preuve le fait que dans le grand flux des romans publiés tout au long du siècle, se rejoignent tout autant des textes pensés et écrits spécifiquement pour les publics jeunes, mais le cas échéant susceptible d'être lu également par les aînés, à l'instar des romans de Verne, mais aussi des ouvrages initialement destinés aux adultes et qu'on va choisir de réadresser en les adaptant, voire en les retravaillant, selon l'expression consacrée, à l'usage de la jeunesse. C'est le cas par exemple des romans de Fenimore Cooper, déclinés dans plusieurs collections dédiées, chez Maham, Hachette, Briéné, etc., ou encore du Robinson de Defoe, vanté par Rousseau comme étant le seul ouvrage digne de la jeunesse, et qui fera l'objet d'innombrables vulgarisations et réécritures tout au long du siècle. Pour n'en citer quelques-unes, l'histoire corrigée de Robinson Crusoe dans son île déserte, ouvrage rendu propre à l'instruction de la jeunesse. Pour info, cet ouvrage a été réalisé à la demande de la Convention sur avis et plan de Jean-Jacques Rousseau. Le petit Robinson, le Robinson de 12 ans, les aventures de deux enfants abandonnés sur une île déserte, etc., etc. La jeunesse est donc considérée comme une cible, pour ne pas dire un cœur de cible, avec ce résultat qu'il devient de plus en plus naturel, pour des raisons d'abord pédagogiques puis très vite marketing, de proposer un ensemble d'outils, au premier rang desquels les magasins, et partant de récits fléchés dans sa direction. Il n'en reste pas moins que cette opération de destination, première ou bien seconde, affecte par rétroaction le livre qui en est l'objet, et le dote d'une valence qui fonctionne aussi comme valeur. Autant l'on admet sans trop de peine qu'il soit nécessaire de proposer des textes appropriés aux plus jeunes, autant le label « pour la jeunesse » enlève généralement pour le public lettré la crédibilité artistique d'un auteur qui s'y serait dédié. Emblématique à cet égard le cas de Jules Verne, affublé toute sa vie d'une étiquette d'écrivain pour enfants, qui lui vaut l'hostilité de la plupart de ses contemporains. Je cite à titre d'exemple Zola en 1978. « Si les voyages extraordinaires se vendent bien, les alphabets, les paroissiens se vendent bien aussi, à des chiffres considérables. Ces voyages sont sans aucune importance dans le mouvement littéraire contemporain. » Ping. Ou encore Charles Lemire en 1908. « Jules Verne, un conteur de contes de fées, un amuseur de collégiens. Littérairement, cela n'existe pas. » On constate ainsi, à ce premier niveau d'analyse, que la caractérisation générique sur la base d'une destination explicite est une arme à double tranchant. Elle tient certes lieu de dénominateur commun à un ensemble d'ouvrages qu'elle regroupe par la finalité qui leur a assignée et va permettre en conséquence l'essor d'un secteur éditorial de plus en plus dynamique. Mais elle souligne aussi, d'un point de vue de réception culturelle, l'ambivalence qui s'attache alors à une forme encore majoritairement suspecte au vu du public auquel elle est consacrée. S'afficher comme œuvre pour la jeunesse, c'est sans doute se donner les moyens de conquérir un marché dont l'expansion sera dopée par le développement de l'instruction obligatoire, mais c'est aussi courir le risque de se fermer les portes de la légitimité. À cette ambivalence
s'ajoute une autre ambiguïté, de nature lexicologique cette fois, et que la plupart des études consacrées à l'histoire de la littérature de jeunesse tendent souvent à minorer lorsqu'elles se plaisent à mettre en évidence les romans emblématiques qui leur semblent caractériser le XIXe siècle. Or, autant il nous paraît évident aujourd'hui de parler de romanesque pour décrire les œuvres de Defoe, Cooper, Verne ou encore Malo, autant il est frappant de voir que leurs contemporains semblent avoir eu besoin de temps pour surmonter la réticence que leur inspire le recours à cette terminologie. On constate ainsi, au moins pendant la première moitié du siècle, une certaine rareté des mentions du mot roman, que ce soit dans la présentation des récits lorsqu'ils paraissent en feuilleton, dans les jaquettes des textes devenus livres ou plus généralement dans les catalogues d'éditeurs. Loin d'être anecdotique, une telle réticence témoigne des enjeux qui s'attachent à ce support de diffusion culturelle. Je donnerai pour exemple 2 traductions françaises du dernier des Mohicans de Fenimore Cooper. Publié en 1853 par l'éditeur Barba dans une traduction de la Bédolière, l'ouvrage vise à toucher tous les publics, au premier rang desquels les adultes, et est présenté à ce titre dans une collection Romans populaires illustrés. En revanche, proposé en 1882 par les éditions MAM en direction explicite de la jeunesse, le récit fait l'objet d'une adaptation et réduction par A.J. Hubert et s'affiche dans une collection intitulée « Les conteurs étrangers ». On retrouve ici la référence aux conteurs, dont le mire, on l'a vu, affaiblira Jules Verne, un peu comme s'il paraissait préférable de placer les publications à destination des jeunes publics sous les auspices du conte, fortement légitimé par une tradition de récits moralistes amorcée avec Fénelon puis démultipliée par Madame de Beaumont et autres Berquin, plutôt que sous l'égide d'un genre qui passera longtemps auprès des cercles bien pensants pour porter des germes de désordre moral et de désorganisation sociale. Ce qui nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, le milieu éditorial, lui, n'est pas dupe de cette ambiguïté, d'où le rôle de l'illustration et des couvertures pour suggérer autrement ce que les mots ne disent pas, donc en surjouant par l'image les codes du romanesque, de façon à ce que le lectorat le reconnaisse indépendamment des intitulés. Il faudra donc attendre la seconde moitié du siècle pour voir apparaître, d'abord timidement puis plus systématiquement, l'emploi du terme roman. On relève notamment des occurrences de plus en plus fréquentes du terme rapporté à la littérature de jeunesse dans les recensions de la fin de siècle. Par exemple dans l'année littéraire ou dans la revue, qui mentionne le Jean-Paul Chopard de Desnoyers en tant que roman, alors que le mot n'avait jamais été utilisé en tant que tel jusque-là. Et au terme donc de cette lente évolution, on arrive à une utilisation en bonne et due forme à l'orée du XXe, dont je donnerai 2 illustrations en m'appuyant sur l'année 1904. Cette année-là, en effet, le rapport Bellan sur les bibliothèques parisiennes établit un bilan des collections, en spécifiant notamment l'existence d'une rubrique « Romans et livres pour la jeunesse ». Et cette même année, le célèbre ouvrage de l'abbé Bethléem, « Romans à lire et romans à proscrire », ménage une rubrique sur les romans pour la jeunesse et les romans pour adolescents, où il propose, je cite, « d'engranger dans un catalogue ou une bibliothèque paroissiale ces livres si dédaignés parce qu'ils sont trop peu connus ». On voit qu'on a fait du chemin. On reste certes dans une approche axiomatique, visant à distinguer le bon grain de l'ivraie, mais un pli est pris, qu'on retrouvera quelques années plus tard, en 1910, dans l'étonnant plaidoyer d'Eugène Morel en faveur d'une librairie publique, je cite, « Le grand argument pour la lecture des romans est que c'est la seule. L'humanité a commencé par la fiction, on ne la supprimera donc pas de l'instruction de la jeunesse. » On mesure en tout cas à quel point la formalisation d'une littérature dédiée à la jeunesse et la résistance au romanesque qui l'a un temps accompagnée sont étroitement liées à l'historique de son développement et aux finalités qui lui sont attribuées dès l'origine, à savoir une fonction formatrice assignée aux écrits à destination des jeunes publics. Initié par les humanistes de la Renaissance, théorisé par Fénelon et Locke à la fin du grand siècle, puis repris par les philosophes et pédagogues des Lumières, ce postulat fondateur fait office de mission d'éducation, voire d'édification, et justifie par là même l'existence des fictions pour la jeunesse. Il faut donc considérer que la naissance du roman pour la jeunesse a intrinsèquement partie liée avec des préoccupations éducatives, sans lesquelles ce type d'ouvrage n'aurait pas vocation à être. C'est bien parce qu'ils sont censés œuvrer au premier chef à la formation de leurs lecteurs, donc qu'ils sont construits sur la base d'un programme propédeutique, que de tels récits turent leur légitimité et leur recevabilité. Or, une telle mission n'est pas sans effet sur la poétique des œuvres concernées.
En termes de choix de personnages d'abord, avec un rajeunissement progressif des héros qui fait passer d'adultes érigés en modèles, Parangon, Robinson Crusoe, à des enfants pris en et pour eux-mêmes, le Robinson de 12 ans. En termes d'intrigue, ensuite, qui dit formation dit en effet recours à des formes narratives privilégiant les modalités de la construction de soi. D'où le double principe de l'exploration spatiale et de la construction insulaire, qui fonctionnent comme des matrices privilégiées de l'apprentissage et de l'initiation. On ne s'étonnera donc pas que les deux sous-genres privilégiés par les fictions pour la jeunesse au XIXe soient d'une part le récit de voyage, dans la lignée du Télémaque de Fénelon ou du Gulliver de Swift, et d'autre part la robinsonnade, déclinée à partir du modèle de Defoe. Dans les deux cas, le tissu romanesque est structurellement lié à l'intention éducative. C'est bien parce qu'il s'agit de proposer au jeune lecteur un miroir ou rejouer par procuration les étapes de son développement personnel que seront agencés un univers diégétique, des personnages représentatifs et une intrigue programmatique chargée d'accompagner ce processus d'automaturation. Il me semble ainsi que les catégories narratives privilégiées par le roman pour la jeunesse ne sont pas tant, ou en tout cas pas seulement, un reflet des tensions sociales autour desquelles se construit une part significative de la production romanesque pour les adultes, mais plus encore une scène où se joue la question de l'identité de la jeunesse, à une période où précisément cette catégorie, pressentie jusque-là de façon allusive dans les siècles précédents, est en passe d'être formalisée et même conceptualisée dans le champ des sciences humaines en constitution. À cette aune, ce qui caractériserait le roman pour jeune public serait donc moins une exploration plus ou moins libre de motifs thématiques qu'une déclinaison de structures représentatives du processus de structuration par lequel un adolescent se constitue en tant que sujet. Par manque de temps, je me bornerai à un seul exemple, mais en le développant de façon plus détaillée, à savoir la figure de l'orphelin, dont je voudrais montrer en quelques mots comment elle constitue à mes yeux une structure narrative avant d'être un motif symbolique. Il est en effet remarquable de constater comment l'enfant, privé de ses parents, domine de façon massive le paysage romanesque dédié aux jeunes lecteurs, et ce d'ailleurs dans tout le monde occidental. Les enfants de la Providence de La Fay et Breillet dès 1819, les deux enfants du Tour de la France de Bruno, Axel dans Le Voyage au centre de la Terre ou le Rémy de Sans famille de Malo, font écho à ce titre à ces orphelins qui, à la même époque, se déploient dans d'autres aires géoculturelles. Mowgli dans le livre de la jungle de Kipling, Oliver Twist ou Pip chez Dickens, ou encore Tom Sawyer et Huck Finn chez Mark Twain. Si l'on se souvient que le premier récit tenu pour ancêtre de la littérature de jeunesse, à savoir le Télémaque de Fénelon, mettait en scène un héros se croyant privé de père pendant la grande majorité du livre, on serait volontiers enclin à penser qu'on tient là un paramètre décisif dans le déploiement d'une littérature dédiée au jeune public. Nonobstant la remarque ironique que Jules Renard plaçait dans la bouche de son poil de carotte pour l'insigner à la résignation, tout le monde ne peut pas être orphelin, on en viendrait même à penser que dans le roman pour la jeunesse, tout le monde ou presque semble porter en soi une part d'orphelinat. Alors on trouve bien sûr dans le corpus une série de distinctions possibles. Orphelinat de père, de mère, des deux parents, orphelinat par ignorance ou en connaissance de cause, orphelinat vécu comme manque ou comme chance, orphelinat décidé, subi, etc. Mais ce qui est remarquable, c'est que le déploiement d'une telle typologie, aussi variée fût-elle, n'altère en rien la part d'invariants qui dépasse l'idiosyncrasie des versions et les réunit dans une cohérence plus globale qui constitue le noyau dur de la structure. Dans tous ces textes, en effet, l'orphelinat n'est jamais présenté comme une simple composante descriptive parmi les traits qui constituent le capital existentiel du personnage, mais bien comme un élément d'ordre narratif s'inscrivant dans une trame où il occupe une fonction décisive en jouant le double rôle de déclencheur et d'argument. Autrement dit, être orphelin dans un roman jeunesse n'est pas seulement un statut, c'est aussi et surtout une histoire, dont le récit s'organise autour d'une matrice fondamentale à partir de laquelle se déploiera une variété de modélisations. Dans certains cas, la narration insistera sur la tentative du héros pour résoudre le mystère de ses origines. Dans d'autres, elle valorisera son ascension à un rang supérieur. Parfois même, elle accompagnera les tribulations dans un monde privé d'adultes, comme dans les romances-sonates pour adolescents de Verne ou de Ballantine. Mais quel que soit le déroulé de surface, la linéarité reste la même, en profondeur, avec en amont une tension conflictuelle qui induit la situation de solitude. Au centre, la condition orpheline, qui distingue le personnage du reste de la communauté, le qualifiant ou le disqualifiant selon le regard porté sur son statut, et en aval, une succession d'événements déclinant la situation initiale par remédiation, réparation, dépassement, vengeance réelle ou symbolique, etc. Ainsi, en regroupant ces invariants narratifs en mi-thèmes de type lévi-straussien, on constate que la figure,
au sens de figure rhétorique de l'orphelin, procède de la relation conflictuelle qu'un sujet entretient avec ses origines, puis dépasse dans une dialectique permettant de transcender une privation vécue comme faiblesse en lui substituant une reconnaissance acquise à la force de ses talents. S'il fallait risquer une lecture interprétative de cet état de fait, je proposerais 2 grilles de lecture, non exclusives l'une de l'autre. La première consiste à mettre au jour un déroulement bien connu des anthropologues et des psychanalystes, à savoir le mythe de la naissance du héros, théorisé justement à la même époque par Otto Rank et Sigmund Freud. On pourrait alors considérer que la surdétermination des personnages orphelins dans la littérature romanesque pour la jeunesse propose à ce lectorat un miroir de la vue psychique, analogue dans son déroulement au roman familial postulé par Freud. À savoir, exactement dans les mêmes années, à savoir ce stade du développement où l'adolescent prend ses distances d'avec la relation fusionnelle qu'il entretenait jusque-là avec ses parents pour s'inventer une histoire personnelle à la mesure de ses désirs, d'où les rêveries diurnes de l'enfant trouvé et du bâtard. Dès lors, si la figure de l'orphelin occupe dans ce corpus une place aussi déterminante, c'est bien précisément parce qu'elle renvoie à une disposition mentale inhérente au devenir de tout enfant. Tout se passe en fait comme si l'imaginaire trouvait dans la figure orpheline une configuration particulièrement riche en cristallisation psychique, une sorte de tremplin permettant au sujet de se former une appartenance créée plutôt qu'imposée. Au point qu'on pourrait même envisager une relecture des textes de Dickens, Twain ou Mallow sur le mode purement fantasmatique d'un personnage s'inventant une famille idéalisée. De la même manière, mais en se plaçant cette fois dans une perspective diachronique, on pourra penser que cette prolifération des résurgences, à ce moment précis de l'histoire, peut être tenue pour représentative d'un certain état de la société, comme de la vision du monde qui lui est attribuée. Dans ce cadre, l'orphelinat peut être lu à la lumière de la visée émancipatrice allouée alors au roman, laboratoire où se joue au degré politique la rupture identitaire avec les origines enclenchée par la Révolution française. Si bien que la surenchère d'orphelins dans les romans pour adolescents pourrait être corrélée à une évolution du tissu social, marquée par une évolution en latence de la cellule familiale et une redéfinition implicite des liens de subordination. Exemplaires à cet égard, les pérégrinations de Jean-Paul Chopard de Desnoyers ou du Rémy de Hector Malot, qui substituent l'un et l'autre à une généalogie bourgeoise, une errance dans le monde du spectacle, où se fissurent les certitudes de l'ordre et de la vertu. À cette aune, l'orphelinat comme principe narratif pourrait presque être considéré comme une libération éthique et même politique, puisque au lieu de dépendre d'une lignée qui le contraigne, il revient à l'orphelin de définir seul ses modèles et ses exemples de vie. Par quoi la fiction aurait aussi et simultanément pour enjeu une théorie de l'histoire, elle aussi contemporaine de la conceptualisation qu'un Karl Marx est en train d'en proposer, en déplaçant la question des causes premières à celle des effets, et en pariant ainsi pour l'avènement des générations nouvelles, plutôt que sur l'apologie d'aïeux qu'il conviendrait de dépasser, sinon de remplacer. Il n'empêche qu'on se place dans une perspective psycho-psychanalytique ou historico-politique, le schéma directeur reste le même, à savoir une relation problématique du personnage à son ancrage dans le monde, relation symbolisée par la mise à distance des parents. Cette articulation difficile et parfois même clivée que le sujet entretient avec son ascendance peut être tenue pour le schème Princeps, la configuration mentale qui préexiste au déploiement de tout roman pour la jeunesse. Si tout mythe se donne comme effort de l'humain pour penser la complexité du monde, alors la figure de l'orphelin constitue sans doute une tentative de penser le paradoxe, autrement inconcevable parce que profondément tabou, d'une relation antagoniste du jeune avec son propre milieu. Or, une telle hypothèse n'est pas sans incidence sur la spécificité des fictions pour la jeunesse, dont certains chercheurs ont voulu contester la nature romanesque en estimant que de tels récits relevaient d'une autre dimension générique, compte tenu de la mission éducative qui leur a été initialement allouée. C'est le cas de Hans Heino Evers, qui analyse le Robinson de Campe pour mieux l'opposer au modèle de Defoe. Il voit d'un côté le roman pour adultes, aux caractéristiques dégagées par Lukács et Benjamin, une quête inaboutie qui a pour origine un sujet unique, coupé de tous lieux sociaux. De l'autre, le récit pour la jeunesse qui, selon lui, ne serait jamais qu'une résurgence du conte, soit la forme narrative adossant l'individu à l'universel, de telle sorte que la totalité n'a pas à être cherchée puisqu'elle est toujours donnée a priori. Il faudrait donc, à l'en croire, considérer que les fictions pour la jeunesse se seraient construites sur une sorte de malentendu, semblant émerger aux formes nouvelles de l'investigation narrative pour mieux reconduire les valeurs atemporelles de l'épopée et du merveilleux.
Vous avez compris que pour ma part, c'est tout le contraire qui se produit dans ces récits. Et qu'à côté des histoires paraboliques à fin d'édification et d'un sous-ensemble de romans d'aventure refermés sur des codes axiomatiques assez archétypaux, un grand nombre de fictions pour la jeunesse constituent, pour leurs héros autant que pour leurs lecteurs, une épreuve du décalage, de la mise à distance, pour ne pas dire de la distanciation. Je pense entre autres exemples à l'habileté avec laquelle une comtesse de Ségur, pourtant si décriée en tant qu'écrivain, parvient à mettre en scène la construction névrotique de son personnage en démultipliant une même scène par le jeu des points de vue narratifs, au clin d'œil d'un Jules Verne, s'amusant à mettre en perspective sa propre création, ainsi dans l'épilogue de Herzog Servadac, intitulé « Contrairement à toutes les règles du roman », ou encore aux apostrophes et autres tours de passe-passe énonciatifs avec lesquels un dénoyé joue avec son auditoire au gré de la sérialisation feuilletonesque. Je cite « Vous savez, mes chers amis, dans quelle position fâcheuse nous avons laissé Jean-Paul Chopard. Nous n'en avons point entendu parler depuis. Mais comme nous ne voulons pas que vous le perdiez entièrement de vue, nous vous donnons le portrait de ce petit méchant. Nous ne vous avions pas promis de dessin, nous vous en donnerons cependant. » Le conteur se fait ici moins raconteur que bonimenteur. La stabilité affichée de l'historiette moralisante verse dans l'illogisme des livraisons différées, si bien que le conte didactique initialement prévu tourne à l'aventure débridée, quitte à éroder en chemin les valeurs morales et le programme éducatif érigé en cahier des charges par la revue dans laquelle l'histoire est publiée. Le journal des enfants, en l'occurrence. Je conclus avec, au fond, la confirmation par l'analyse de la complexité épistémologique de l'objet roman pour la jeunesse. Un roman qui se donne sur le mode de l'absence, tout en prenant les couleurs de l'évidence. Un roman qui se cache en même temps qu'il s'affiche. Bref, un roman qui ne va pas de soi et qui, plus il joue avec les codes, marchands ou moraux, sociaux ou artistiques, en vient à en déjouer les attentes aussi bien que les attendus. Ainsi qu'on se place en termes de parti pris narratif, les structures du Bildungsroman, de partition actentielle, la figure de l'orphelin, ou encore de pacte narratologique, les jeux de l'énonciation, tout se passe en fait comme si le recours à la forme romanesque constituait une rupture radicale avec les présupposés éthiques censés être affectés à ce type de littérature, détachant ainsi subrepticement de tels récits des certitudes morales du récit d'édification pour les apparenter davantage aux errances aporétiques du roman moderne. On pourrait arguer en somme que la littérature romanesque pour la jeunesse, en se donnant apparemment à lire comme une continuation du conte dont elle s'efforcerait de perpétuer les vertus éthiques et didactiques, n'a fait au fond que mettre le loup dans la bergerie, installant au cœur de ces récits des parcours bien plus aléatoires, partant plus déroutants qu'on aurait pu le penser. De tels récits ne feraient ainsi qu'emprunter en surface à l'univers du merveilleux, où ils étaient venus puiser une antériorité chronologique et une légitimité propédeutique, mais dont ils en sont venus à déconstruire en profondeur les structures et les certitudes, pour lui substituer des univers mouvants et des œuvres ouvertes, en prise directe avec les doutes et les apories de notre monde contemporain. Je vous remercie.